Vendredi 1er novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Entamons justement ce journal par les informations économiques. Le projet de loi des finances initiales pour l'année 2025 est parvenu à l'Assemblée nationale le mercredi 30 octobre 2024, a confirmé le député élu Mbatulimpi Pirazafmae Fatinarvé, le président de la commission de l'économie et du budget au niveau de la Chambre basse. L'examen du projet de loi des finances initiales figure au programme de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Néanmoins, la date exacte de cet examen par l'Assemblée nationale ne sera connue qu'après le 8 novembre. Les détails avec Miarvolat Sferen. Un jour après que le Conseil des ministres spécial ait adopté le projet de loi des finances initiales pour l'année 2025, ce projet de loi a été remis à l'Assemblée nationale, a confirmé le député élu dans le district d'Mbatulimpi, Azafmae Fatinarvé, président de la commission de l'économie et du budget au sein de l'Assemblée nationale. Après le 8 novembre, les parlementaires examineront ce LFI 2025 selon le calendrier prévu. Par ailleurs, deux autres projets de loi ont été examinés par la Commission de l'économie et du budget et adoptés par l'Assemblée nationale, notamment le projet de loi sur la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, et autorisant la ratification d'un accord de prêt destiné au financement du projet d'autonomisation et de résilience des jeunes filles d'Afrique de l'Est, East Africa Girls Empowerment and Resilience Programme, conclu le 13 octobre 2023 entre la République de Madagascar et l'Association internationale de développement, OILDA. Après la première lecture par la Chambre basse, le projet de loi de finances 2025 sera soumis au Sénat pour examen. L'étude du projet de LFI qui fait l'objet de la deuxième session ordinaire des deux chambres. Et puisqu'on a parlé de projet de loi des finances initiales, les investissements pour l'année 2025 seront principalement orientés vers l'agriculture, les énergies renouvelables, l'eau et les infrastructures, comme l'indique le projet de loi des finances 2025 approuvé par le Conseil des ministres mardi dernier. Une attention particulière est accordée à ces domaines afin de répondre aux besoins de la population. Ce projet sera ensuite présenté aux deux chambres du Parlement lors de cette session ordinaire. Reportage de Ruth Christelle Hakoutumalak. Selon le Conseil des ministres d'hier, la loi de finances 2025 priorisera les secteurs prioritaires qui impactent directement le quotidien du peuple. Cela inclut l'agriculture, les énergies renouvelables, l'eau et les infrastructures. Concernant l'agriculture, la culture du riz, notamment le riz hybride, sera mise en avant. À cet effet, la distribution de semences se poursuivra. Par ailleurs, une usine de production d'engrais sera construite. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de faire de Madagascar le grenier de l'océan Indien. Dans le secteur de l'énergie, des centrales solaires seront mises en place dans les chefs-lieux des régions. Elles produiront au total 250 MW, dont 100 MW pour Antananarivo. Il est également prévu de réaliser un projet pour exploiter les déchets d'Anjalanch qui permettra de produire entre 20 MW et 30 MW. La mise en place de grands projets de production d'énergie éolienne et hydroélectrique sera limitée. Parallèlement, la distribution de kits solaires pour les ménages à travers l'île se poursuivra. L'objectif est de fournir des solutions durables aux problèmes d'approvisionnement en électricité et de réduire les subventions accordées par l'État à la Jirama. Et en ce qui concerne les infrastructures, les travaux des grands projets déjà annoncés par le président de la République se poursuivent, tels que la réhabilitation de la RN13 et la construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Tuamas. Pour le projet de flyover à Nusizatu, Kianzamaki, Andouatapenak, le gouvernement financera 20% des travaux par le biais du PIP. En plus de ces trois secteurs prioritaires, la mise en œuvre d'autres grands projets lancés durant le premier mandat du président de la République se poursuit toujours. Cela inclut le Grand Canal Efau dans le sud de l'île, la distribution de cartes Fukuntan avec QR, l'équipement des écoles publiques et la création de centres de formation professionnelle. Le président de la République a également souligné que les fonds publics ne doivent pas être dispatchés et utilisés par les différents ministères et que toutes les dépenses doivent bénéficier au peuple. Il a également donné des instructions fermes concernant les aides et les prêts obtenus à l'international. Après cette approbation du projet de loi de finances 2025 par le gouvernement, il sera soumis aux deux chambres du Parlement.
Et la Jirama a provoqué des pluies artificielles aujourd'hui. L'objectif est de réduire le délestage dans la capitale et ses environs. Ces pluies artificielles ont été provoquées aux environs des centrales de production d'électricité, selon ce reportage de Radio Ramananzatou, Vusech Indianap et Brasdeni. Diverses conditions doivent être remplies avant de pouvoir procéder à la provocation de pluies artificielles, notamment des conditions météorologiques favorables. C'était le cas aujourd'hui, raison pour laquelle les responsables ont provoqué des pluies artificielles selon les explications au niveau du service de la météorologie. Les responsables ont ainsi procédé aux environs des centrales hydroélectriques, entre autres à Indekalik et Farahantan. Le but est d'augmenter la production d'électricité dans ces centrales et de réduire les coupures de courant, mais aussi les dépenses en carburant au niveau des centrales thermiques, a expliqué un responsable. Les responsables de la Jirama ont par cette fois provoqué des pluies artificielles depuis le mois d'août, mais seulement 3 ont été réussies, selon les explications. Et dans les informations de ce jour également, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a célébré la journée mondiale des villes à la nouvelle ville Tanamasonj à Imirtiatousk. La construction des bâtiments ministériels y est en cours actuellement. À cet effet, le ministère de la Sécurité publique a effectué la pose de la première pierre de ces futurs locaux hier. D'autre part, le secrétaire d'État a également constaté l'avancement des travaux à Tanamasonj et ses environs, notamment le lieu où sera construit le marché de gros et le projet Ankunanamiaran. Reportage sur les images de Zaranjens. Le défi du gouvernement actuel est d'étendre les villes de Madagascar compte tenu de la surpopulation, notamment dans la capitale, et de son impact sur de nombreux aspects de la vie urbaine. C'est la raison du projet de nouvelle ville du président Anji Radzoueln, Tanamasonj, à Imirtiatousk, district de Rivunmam, région Itassi. Les travaux réalisés ont commencé par la construction des bureaux ministériels. Si celui du ministère de la Communication et de la Culture est déjà achevé, les travaux pour celui du ministère de la Sécurité publique a commencé par la pose de la première pierre hier lors de la célébration de la Journée mondiale des villes. En outre, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a également effectué une visite des travaux réalisés dans cette commune d'Arivunmam, comme le projet social Ankunanamiarn à Fefiramang. Ce qui fait la spécificité de ces maisons, c'est qu'elles sont construites en briques fabriquées à partir de matériaux disponibles localement selon la technique BTC aux briques en terre comprimée. Le but de l'utilisation de ces BTC est qu'elles protègent l'environnement et ne nécessitent d'autres matériaux que la terre locale, qui est la terre rouge. Ces briques seront utilisées pour les 1400 maisons du projet Ankunanamiarn à Fefiramang et à Mbumiadan. Le secteur privé accompagne également l'État dans la construction de ces logements sociaux. Par ailleurs, hier, le secrétaire d'État a également visité l'endroit où sera construit le marché de gros de la nouvelle ville Tanamasonj d'une superficie de 7000 m². L'université de Mahadzang bénéficie depuis hier de connexions Internet gratuites. L'objectif est de permettre aux étudiants d'avoir accès plus facilement aux sites nécessaires pour leurs études et pour améliorer continuellement la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est venue lancer officiellement ce projet hier à Mahadzang. L'objectif est un enseignement supérieur de qualité et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ne cesse d'y travailler continuellement. Cela inclut la fourniture aux étudiants de connexion Internet, qui est un outil important dont ils ont besoin pour leurs études. L'université de Mahadzang a été la première à en bénéficier grâce à la collaboration du ministère de tutelle avec le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications. Les responsables ont exhorté les étudiants à l'utiliser correctement et à bon escient. Le projet s'étendra à toutes les universités de Madagascar, selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est venue remettre officiellement hier la connexion EFI à l'université de Mahadzang. Et pour clore cette page locale des actualités, étant donné ce long week-end du Toussaint, beaucoup ont choisi de se détendre à partir de ce jour. Ce sont les pique-niques en dehors de la ville qui ont séduit la plupart. Reportage signé Radramananzatou, Vosechandianab et Brasdenilson. Le long week-end du Toussaint a commencé aujourd'hui, premier vendredi de novembre. De nombreuses familles, amis ou membres d'associations ont choisi de se détendre ensemble aujourd'hui. Comme nous sommes déjà dans la saison chaude, beaucoup sont allés à la piscine. Il y a ceux qui ont quitté la capitale juste pour changer d'air.
Il y a également ceux qui ont choisi différents types de jeux, dont la plupart en famille, dans les espaces dédiés. Un besoin de détente pour sortir un peu de la routine du quotidien ont été la motivation de la plupart des personnes que nous avons croisées aujourd'hui. Les lieux de divertissement en dehors de la capitale constituent aujourd'hui la principale attraction pour de nombreuses personnes. Ce long week-end de Toussaint se poursuivra demain samedi et dimanche pour ces familles qui ont déjà prévu de nombreuses activités au programme. Et dans les actualités internationales de ce soir, l'agence officielle libanaise a fait état d'au moins 10 frappes aujourd'hui, vendredi 1er novembre, sur la banlieue sud de Beyrouth, après un appel à évacuer le secteur par l'armée israélienne qui pilonne depuis plus d'un mois les fiefs du Hezbollah au Liban. France 24. La banlieue sud de Beyrouth, de nouveau sous le feu israélien. Les autorités libanaises ont fait état d'au moins 10 frappes qui ont détruit des dizaines de bâtiments. Des frappes décidées en représailles aux tirs de roquettes qui ont tué 7 personnes dans le nord d'Israël jeudi. L'armée israélienne avait appelé à évacuer cette partie de la ville, fief du Hezbollah. Mais pour la population, ces attaques sont barbares. C'est une guerre brutale et Israël n'a pas le droit de faire ça. Israël est un État illégitime et tout ce qu'il fait est illégitime. Il faut mettre une limite à Israël car il ne respecte aucune loi, aucune morale. Ces nouvelles frappes interviennent en pleine négociation pour un cessez-le-feu au Liban. Des émissaires américains sont arrivés à Jérusalem jeudi pour tenter d'arracher des avancées. Mais selon le Premier ministre libanais, ces bombardements sont la preuve qu'Israël ne veut pas d'un accord. Un avis partagé par ce résident. Il y a des négociations en ce moment entre Israël et le Liban. Mais ces négociations ont lieu alors que les combats se poursuivent, ce qui accentue la pression. Israël bombarde régulièrement la capitale libanaise depuis fin septembre, mais ces nouvelles frappes sont les premières depuis plus d'une semaine. Et Israël qui mène des frappes aériennes contre les banlieues du sud de Beyrouth, capitale du Liban, aux premières heures de ce vendredi 1er novembre. Dans l'autre sens, le Hezbollah continue de tirer des roquettes dans le nord d'Israël, où 7 personnes ont été tuées hier, jeudi 31 octobre. France 24. Dans cet hélicoptère, un blessé grave est transféré vers l'hôpital de Haïfa, victime de roquettes tirées par le Hezbollah sur la ville frontalière de Methoula. 5 personnes ont été tuées, 4 ouvriers agricoles thaïlandais et un exploitant israélien. Selon les médias locaux, les victimes travaillaient dans un verger. Une deuxième salve de roquettes libanaises a fait 2 autres morts, non loin d'une banlieue de Haïfa. À une dizaine de kilomètres à peine de Methoula, de l'autre côté de la frontière, le village de Kiam, d'où s'élèvent ces colonnes de fumée. C'est le 4e jour de combat autour de cette ville stratégique, perchée au sommet d'une colline qui abrite l'une des plus grandes communautés chiites du sud du Liban. Et pour la 2e journée consécutive, l'armée israélienne a appelé à évacuer la région de Baalbek. 4 frappes ont ciblé le village de Douris et les environs de la ville millénaire. Depuis mercredi, ils sont des milliers à chercher refuge dans cette ville voisine à majorité chrétienne. Nous sommes venus avec nos voisins. Ils nous ont aidés à fuir. Nous espérons que la situation se calmera pour que nous puissions retourner dans nos maisons, si nous en avons encore une. Mes enfants sont dispersés, chacun dans une zone différente. Les autorités libanaises estiment que plus d'1 million de personnes ont été déplacées depuis l'escalade mi-septembre. Et il y a quelques jours d'une élection à l'issue imprévisible et aux suites particulièrement violentes, les adversaires sont engagés dans une course-poursuite serrée à travers les 7 États clés des États-Unis. Ils étaient jeudi 31 octobre dans 2 d'entre eux, notamment Nevada et Arizona, sud-ouest, notamment pour séduire l'électorat latino-américain. France 24 toujours. Ces quelques pas de danse sont devenus la marque de fabrique des meetings de Donald Trump. Enchaînant jeudi les rassemblements dans le sud-ouest du pays, région où vit une importante communauté latino, il a promis de mettre fin à une invasion de millions de clandestins et de les expulser.
À travers notre frontière ouverte, Kamala Harris aide activement et encourage les pires trafiquants d'êtres humains, passeurs, trafiquants de drogue et réseaux criminels assoiffés de sang de la planète. Il n'y a personne de pire que ceux qu'elle sert. Associant immigration et criminalité, Donald Trump a fait monter sur la scène de son meeting dans le Nevada la famille d'un touriste américain tué par balle au Mexique. Dans l'état voisin d'Arizona, Kamala Harris tente de séduire la communauté latino, la plus importante minorité ethnique de l'électorat américain. Elle dénonce leur stigmatisation par Donald Trump. Il insulte les latinos, fait des immigrés des boucs émissaires et ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. S'il est élu, vous pouvez être sûr qu'il remettra en place les politiques de séparation des familles, mais à une échelle bien plus grande que la dernière fois. Près de 4000 mineurs arrêtés à la frontière avaient été séparés de leurs parents sous la présidence de Donald Trump. Alors que 65 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance et par anticipation, la campagne est de plus en plus tendue à l'approche de l'élection. Les derniers sondages donnent les deux candidats à égalité. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention. Dans quelques instants, vous allez suivre votre émission Data avec Jean-Claude Ingemalal. Sur ce, très bonne soirée sur Visa. Au revoir.